Bienvenue à cette formation. Oups, Ah, recording in progress. On se fait toujours couper, hein? oui, désolée. Non, il n'y a pas de problème. Euh, oui, bon, bienvenue à cette formation sur la politique de libre accès des fonds de recherche du Québec et comment s'y conformer à l'Université Laval. Donc, aujourd'hui, la formation va principalement être axée sur la politique de libre accès des fonds de recherche du Québec, mais je vais quand même parler euh, des politiques en général de libre accès des organismes subventionnaires. Donc, faire un petit rappel. Je vais parler principalement de la nouvelle politique. En fait, la nouvelle politique, c'est plus une mise à jour de la politique qui était déjà en place depuis 2019. Et on va principalement parler des moyens de s'y conformer. Alors, allons-y. Un petit rappel des politiques de libre accès au Canada, qui sont des politiques des organismes subventionnaires. Donc, au Canada, on a des politiques de libre accès. On a les politiques des 3 organismes subventionnaires fédéraux qui est en place depuis déjà 2016. Donc, c'est le CRSH, CRSNG et les IRSC. En fait, les IRSC, c'est encore depuis plus longtemps, 2008 pour les IRSC, donc ça fait plusieurs années que c'est en place. Au provincial, mais on a une politique de libre accès des fonds de recherche du Québec qui a été mise en place en 2019. Et donc, dans le fond, ce que je vous présente dans le tableau ici, c'est les 2 politiques, dans le fond, et leurs similitudes, en fait, parce que ces 2 politiques-là, dans le fond, sont très similaires. Ça a été les organismes subventionnaires fédéraux qui ont mis en place d'abord leur politique, et quand les FRQ sont arrivés avec leur politique en 2019, ils ont presque fait un copier-coller de la politique des 3 organismes subventionnaires fédéraux. Alors, dans les 2 cas, on touche les articles dans des revues avec comité de lecture. On peut utiliser la version finale ou la version acceptée de l'article pour la diffusion en libre accès. Et on autorise un délai ou un embargo de 12 mois après la publication pour faire le libre accès, donc pour la diffusion en libre accès. La seule différence entre ces 2 politiques-là, c'est que la politique des 3 organismes subventionnaires fédéraux, elle s'adresse spécifiquement aux chercheurs subventionnés. Donc, elle ne touche pas les étudiants, donc comme vous. Vous n'êtes pas touché par la politique des 3 organismes subventionnaires fédéraux. Par contre, la politique des FRQ, elle a amené une différence qui s'adresse directement à vous, c'est qu'elle touche aussi les étudiants boursiers. Donc, si vous recevez une bourse des fonds de recherche du Québec et dans le cadre de votre maîtrise ou de votre doctorat, vous publiez un article, vous devez vous conformer à la politique des FRQ, celle que vous voyez à l'écran si vous avez demandé vos fonds avant 2022. Donc, ça, c'est la politique qui s'appliquait jusqu'à 2022 et je la présente encore parce que ça se peut, là, c'est tout récent, là, ça fait 1 an là, qu'on est dans la nouvelle politique. Donc, ça se peut que vous soyez en situation d'avoir reçu des fonds avant le 1er juillet 2022. Donc, je le précise plus loin, mais c'est vraiment le 1er juillet 2022, la date à retenir. Donc, voilà pour les politiques qui étaient en place la politique des FRQ qui était en place jusqu'au 1er juillet 2022. Donc, à cette date-là, il y a eu une mise à jour qui a été faite de cette politique-là. Et pourquoi on a fait une mise à jour de la politique de libre accès auprès des FRQ? C'est qu'on a adhéré à ce qu'on appelle le plan S. Je vais vous expliquer grosso modo qu'est-ce que ça signifie, ça, le plan S. Dans le fond, c'est un ensemble de principes qui a été mis en place par un consortium d'organismes subventionnaires européens à la base, qu'on appelle la Coalition S, qui se sont réunis en 2018 et qui souhaitaient intensifier la transition vers le libre accès. Donc, ils ont mis en place un ensemble de principes et quand ces organismes-là subventionnaires ont adhéré à ces principes-là, donc ont adapté aussi leur politique de libre accès, et ces principes-là ont été, en fait, on a invité des organismes de d'autres régions, de d'autres pays à adhérer à ces principes-là. C'est ce que les FRQ ont fait en 2021. Et pour adhérer à ces principes-là, bien, nécessairement, il fallait adapter la première politique dont je vous ai parlé tout à l'heure, celle de 2019, pour être en cohérence avec les principes du plan S. Donc, c'était juste pour vous expliquer la raison pour laquelle les FRQ ont mis à jour leur politique. Et
cette mise à jour, elle ne touche que les concours lancés à partir du 1er juillet 2022. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous avez demandé votre bourse après le 1er juillet 2022, vous êtes touché par cette nouvelle version de la politique des FRQ. Si vous avez demandé votre bourse avant le 1er juillet 2022, vous êtes touché par l'ancienne politique des fonds de recherche du Québec. Alors, qu'est-ce que ça amène comme changement, cette mise à jour de la politique des fonds de recherche du Québec? Ici, je vous présente un tableau avec la politique avant des FRQ et la politique des FRQ après juillet 2022. Donc, vous voyez les principales différences, je vous les ai mis en gras et en noir pour que vous les voyez comme il faut. D'abord, elle va toucher les thèses et mémoires, donc pour les étudiants boursiers, soit à la maîtrise ou au doctorat. Elle va exiger que le libre accès soit immédiat, donc on n'a plus le droit d'avoir un délai de 12 mois maximum après la publication. Dès qu'on publie, l'article doit être en libre accès immédiat. Et pour les thèses et mémoires, il y a une petite nuance. C'est possible, sur demande auprès des FRQ, d'avoir des embargos qui sont justifiés dans certains cas. Ensuite, s'il y a des frais de publication pour l'article, pour un article en libre accès, peut-être que vous le savez, mais parfois, souvent en fait, publier dans une revue qui est en libre accès, ça a des coûts. Donc, ça peut être couvert par la subvention ou la bourse. Donc, maintenant, c'est couvert, mais à certaines conditions, et je vais vous expliquer plus en détail qu'est-ce que ça veut dire certaines conditions. Et enfin, pour les articles doivent être diffusés en licence ouverte, avec une licence ouverte, une licence Creative Commons, CC BY ou, si nécessaire, CC BY ND. Donc, CC BY, c'est des licences Creative Commons. Le CC, ça veut dire Creative Commons. C'est les licences qu'on utilise le plus souvent dans le domaine de la publication scientifique pour le libre accès. Et je vais revenir à cette notion-là. Peut-être que vous n'êtes pas tous et toutes familiers avec cette notion. Alors, je vais juste poursuivre en faisant un petit détour avant de vous parler des licences Creative Commons par rapport aux thèses et aux mémoires. Donc, on a vu précédemment qu'on ajoutait les thèses et mémoires, donc on visait donc dans la portée de la politique, de la mise à jour de la politique. En fait, pour vous, ça ne change pas grand-chose parce que les thèses et les mémoires, depuis plusieurs années, sont tous automatiquement diffusés en libre accès dans le dépôt institutionnel de l'Université Laval, Corpus UL. Et ce, immédiatement après leur dépôt auprès de la Faculté des études supérieures et postdoctorales. Pourquoi? Parce que dans le règlement des études, dont vous voyez l'extrait dans mon PowerPoint, c'est une exigence de l'université. Donc, tous les étudiants qui terminent leur leur maîtrise ou leur doctorat sont obligatoirement obligés de faire cette diffusion-là. Et cette diffusion-là, vous n'avez même pas à vous en préoccuper vous-même parce que c'est quand vous faites le dépôt auprès de la FESP, c'est eux qui nous envoient à la bibliothèque les fichiers pour qu'on les diffuse immédiatement. Petite précision toutefois, si vous faites une thèse ou un mémoire par article, chaque article va devoir être diffusé selon les exigences qui sont applicables aux articles. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que ça ne suffit pas que votre thèse ou que votre mémoire soit diffusée dans le corpus pour vous conformer, parce que les articles que vous avez diffusés, publiés par ailleurs dans une revue, devront eux aussi respecter les exigences qu'on a vues tout à l'heure et qui s'appliquaient aux articles, donc être en libre accès immédiat et être sous licence ouverte CC BY ou CC BY ND. Donc, j'y arrive aux fameuses licences Creative Commons. Les licences Creative Commons, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de donner plus de liberté d'utilisation pour la personne qui va consulter, qui va lire, qui va utiliser
les articles une fois qu'ils sont diffusés. Donc, par défaut, si on n'utilise pas une licence Creative Commons, c'est le droit d'auteur qui s'applique et les gens n'ont pas une très grande liberté d'utilisation des contenus parce que le droit d'auteur permet certaines utilisations, mais c'est très, très limité. Donc, pour que les gens aient une plus grande liberté, par exemple, pouvoir utiliser une image qui est dans votre article, l'utilisation de licences Creative Commons rend ça beaucoup plus facile. Donc, c'est ce qu'on appelle les licences ouvertes, licences Creative Commons. Et vous voyez là comment les reconnaître. J'imagine que vous avez déjà vu ça dans un article. Il y a déjà, vous avez probablement déjà consulté des articles en libre accès qui comportaient ces petits logos-là. Et les petits logos, donc dans le fond, se déclinent. En fait, il existe 6 licences et vont vous indiquer les conditions d'utilisation. Donc, avec cette utilisation plus libre, il y a quand même des exigences qui viennent avec ça. Là, je ne veux pas aller plus loin là-dedans, je vais juste vous mentionner que parmi ces licences-là, il y en existe 6, mais il y en a juste 2 que vous pouvez utiliser pour vous conformer à la politique des FRQ. La CC BY et la CC BY ND. Et ce qu'il faut retenir, c'est que la CC BY, c'est la licence par défaut que vous pouvez utiliser pour les FRQ. La CC BY ND, c'est si nécessaire, donc c'est l'exception. Donc, par défaut, la CC BY, et si c'est justifié d'utiliser la CC BY ND, vous pouvez l'utiliser. La différence entre les deux, c'est que la CC BY ND, vous voyez les conditions donc, que vous demandez, donc l'exigence que vous demandez au lecteur final pour pouvoir utiliser votre article, c'est que le ND, c'est non-dérivatif, donc vous ne lui permettez pas de modifier votre œuvre ou votre article. Donc, le ND, c'est sans modification. Donc, la personne peut faire une utilisation partagée, imprimée, diffusée librement tant qu'il n'y a aucun changement qui est fait dans l'article. Alors que la CC BY, elle permet ces modifications-là. Par contre, à condition de toujours citer l'article original. C'est ce que veut dire le petit logo BY avec le petit bonhomme, là. Ça veut dire qu'on doit toujours référer à l'œuvre originale si on fait des utilisations qui sont permises. Alors, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus parce qu'on pourrait donner un cours entier sur les licences Creative Commons, mais c'est juste pour que vous compreniez qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et quelles sont les 2 licences qui peuvent être utilisées dans le contexte de la politique de libre accès des FRQ. Autre chose très importante à retenir, c'est que, et c'est important que vous sachiez quelles vous pouvez utiliser justement pour cette raison-là, c'est que lorsque vous allez choisir la licence de diffusion auprès d'une revue, vous ne pouvez pas revenir en arrière parce que la licence est irrévocable. Et à quel moment vous choisissez cette licence-là? Normalement, dans un processus de publication, c'est lorsque votre article est accepté, on va vous demander de signer une licence ou un contrat avec la revue chez qui vous publiez. Et cette revue-là, ça se peut qu'elle vous offre plus que les 2 licences qu'on voit à l'écran. Donc, il y a des revues qui vont avoir des pratiques qui vont faire en sorte qu'on va vous offrir 3 licences différentes et on vous laisse le choix de choisir celle que vous désirez. Alors, c'est bien important de savoir pour vous, dans votre contexte, si vous êtes subventionné par les FRQ, laquelle vous devez choisir. Donc, c'est la CC BY par défaut ou, si nécessaire, la CC BY ND. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Il n'y a pas de questions dans le chat. Bon, c'est super. Donc, on va poursuivre. Comment s'y conformer? C'est quoi les moyens de conformité à cette politique-là? Dans le fond, les moyens de se conformer aux politiques, même aux politiques qui étaient en place avant, il y en a 2 grands moyens, 2 grandes familles, si on veut, de moyens. Soit on publie directement dans une revue qui est en libre accès, soit on publie dans une revue sous abonnement, donc qui n'est pas en libre accès parce qu'il faut s'abonner à cette revue-là. Et parallèlement, on utilise une version de notre article et on dépose cette version-là dans un dépôt en ligne, par exemple Corpus UL, le dépôt institutionnel de l'Université Laval.
Et là, je vous ai rajouté entre parenthèses en dessous les licences qu'il faut utiliser dans le contexte de la politique des FRQ. Donc, on va décortiquer un peu ça, mais avant, je veux vous parler d'un type de revue un peu particulier. Ce sont les revues qu'on appelle les revues hybrides. C'est des revues qui sont partiellement en libre accès. Autrement dit, c'est des revues auxquelles il faut s'abonner, mais qui offrent quand même à la personne qui publie la possibilité de diffuser ou de publier en libre accès son article spécifiquement. Donc, ce n'est pas l'ensemble de la revue, c'est seulement au niveau de l'article et c'est le choix du chercheur ou de la chercheuse de publier ou non en libre accès. C'est optionnel. Il y a des frais de publication qui viennent souvent là, avec ces revues-là. Et il y en a vraiment beaucoup de revues hybrides. Là, grosso modo, c'est vraiment une évaluation grosso modo, là, mais peut-être environ le 2/3 des revues dans des grandes revues chez les grands éditeurs là, sont des revues hybrides qui permettent qui donnent le choix au chercheur de publier au niveau de son article en libre accès. Et ce qu'il faut vraiment retenir pour ces revues-là, c'est que les frais de publication, donc les EPIC, sont parfois couverts par la subvention et pas toujours couverts par la subvention ou la bourse. Là, je parle beaucoup de subventions, excusez-moi, parce que je suis habituée de parler à des chercheurs, mais pour les étudiants, par la bourse. C'est conditionnel à certaines choses, puis je vais vous expliquer de quoi il en retourne. Alors, dans ces revues-là, les revues hybrides, vous allez être conforme, mais vous devez utiliser les bonnes licences. Donc, soit la CC BY par défaut ou, si nécessaire, la CC BY ND. Faites attention, ces revues-là, souvent, vont offrir d'autres licences, donc il faut bien choisir la bonne licence. Et les frais de publication vont être des dépenses admissibles seulement si ce sont des revues en transformation ou des revues dans une entente de transformation. Et là, ne vous inquiétez pas, je ne vous demande pas de comprendre qu'est-ce que c'est une revue en transformation ou dans une entente de transformation. Il y a des outils qui vont vous aider à déterminer ça et on va en parler plus loin. Je veux juste vous dire que cette notion-là de transformation, c'est que dans le plan S, on a accepté d'inclure ces revues-là qui ne sont pas 100% en libre accès. Parce que, bon, comme vous le savez, là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le plan S visait à faire une transition plus rapide vers le libre accès. Alors, les revues hybrides ne sont pas tout à fait en libre accès. Donc, on ne voulait pas les inclure au début. Mais on a fini par les inclure à condition qu'elles répondent à certains critères qui les mènent vers une transition vers le libre accès complet. Et les deux mécanismes qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle les revues en transformation ou dans les ententes de transformation. Donc, c'est juste pour vous expliquer là, un petit peu là, qu'est-ce que ça veut dire, cette notion-là, mais ce qui est important pour vous, c'est de valider que la revue soit dans l'une ou l'autre des catégories. Il y a des outils qui vous aident à déterminer ça. C'est l'outil que vous voyez à l'écran, donc le Journal Checker Tool, qui va vous aider à déterminer ça. C'est un outil qui a été développé spécifiquement pour le plan S par la coalition S, et ça vous permet de vérifier les options de conformité d'une revue que vous auriez choisie, vous auriez identifiée pour publier votre article. Donc, je le répète, c'est pour les organismes de financement qui adhèrent au plan S, donc ça ne fonctionne pas pour les politiques des 3 organismes, mais de toute façon, vous, au niveau des étudiants, vous n'êtes pas touché directement par cette politique-là des organismes subventionnaires fédéraux. Je vais vous montrer rapidement de quoi ça a l'air, et c'est vraiment tout simple. Donc, vous voyez bien mon écran? Oui, OK, c'est beau. Je voulais juste m'assurer que j'avais bien partagé. Donc, c'est tout simple. Vous allez arriver sur une interface qui a l'air de ça et vous avez 3 informations à donner. Le titre de la revue. Donc, si j'utilise cette revue-là, votre organisme subventionnaire, donc les fonds de recherche du Québec. Et super important, votre institution, ça doit être Université Laval tout court. Je le mentionne parce que si vous avez, par exemple, un groupe de recherche, vous êtes rattaché à un groupe de recherche, il y a certains groupes de recherche de l'Université Laval qui peuvent être indexés là-dedans. Il ne faut pas choisir le groupe de recherche si vous êtes dans ce groupe de recherche-là. Il faut vraiment choisir l'Université Laval parce que c'est au niveau de l'Université Laval qu'on a les fameuses ententes de transformation dont je vous ai parlé.
Alors, vous voyez un résultat, puis bon, je ne vais pas vous l'expliquer tout de suite, je vais continuer à partager mon PowerPoint parce que je vais décortiquer avec vous les résultats possibles dans cet outil-là. Je vais juste vous montrer grosso modo comment il fonctionne et qu'est-ce qui est important de faire dans cet outil-là, notamment choisir l'Université Laval. Donc, voici les résultats possibles que vous pouvez avoir dans cet outil-là. Soit vous allez avoir vous choisissez une revue et vous vérifiez, c'est une revue qui est en libre accès intégral. Donc, on va vous afficher ces informations-là et dans ces informations-là, on va vous rappeler de sélectionner la bonne licence. Donc, vous rappelez que c'est la licence CC BY qu'il faut utiliser. C'est sûr que dans les revues en libre accès intégral, comme dans les revues hybrides, ça peut impliquer des article processing charges ou des frais de publication. Ces frais de publication-là sont très variables, sont souvent en dollars US. Et pour avoir donc les frais, les coûts de publication, il faut vraiment aller sur le site de la revue. Il n'existe pas à ce jour de site qui agrège cette information-là où on va trouver tous les prix, les coûts de publication pour toutes les revues en libre accès. Pourquoi? Parce que ça varie beaucoup, ça peut augmenter d'une année à l'autre. Donc, vaut mieux toujours aller voir sur le site de la revue pour avoir ce coût-là. Puis sachez qu'il existe quand même des revues qui ne chargent pas de frais. Donc, c'est un modèle qui existe, un modèle de revue en libre accès, 100% en libre accès, qui ne demande pas de frais à l'auteur parce qu'elles financent donc leurs activités autrement que par un prix qui est chargé à l'auteur. Vous allez aussi retrouver, comme tout à l'heure, j'ai pris la même revue tout à l'heure pour vous faire l'exemple dans l'outil, vous allez avoir aussi ce résultat-là pour certaines revues. Donc, l'auto-archivage. Qu'est-ce que ça veut dire, l'auto-archivage? C'est que vous pouvez, dès l'acceptation de votre article dans une revue, donc ça veut dire au moment où on accepte, après le processus d'évaluation par les pairs, vous avez fait toutes les corrections dans votre article et votre article est accepté. Donc, vous êtes au moment là, où vous allez aussi choisir la licence, signer le contrat avec la revue. Bien, cette version-là, vous pouvez la déposer, la version acceptée, dans un dépôt institutionnel. Donc, oui, j'avais mon petit schéma là, pour vous rappeler de quelle version on parle exactement. Donc, c'est la version qui vient après le processus d'évaluation. Vous pouvez la déposer dans un dépôt. Donc, ici, à l'Université Laval, c'est Corpus UL, le dépôt institutionnel, sous licence Creative Commons CC BY. Donc, pour nous indiquer que vous voulez faire cette diffusion-là en CC BY, il faut vraiment indiquer dans le manuscrit ce choix de licence-là. Donc, vous allez tout simplement l'indiquer au bas de votre manuscrit. Là, je vous donne un exemple ici. De toute façon, il faut toujours indiquer dans votre manuscrit et dans votre article que vous avez été subventionné par les fonds de recherche du Québec avec le numéro de dossier. C'est une exigence aussi de la politique. Et écrivez à la suite « Diffusion sous la licence que vous avez choisie, licence CC BY 4.0 ». De notre côté, quand on va recevoir votre article, on ne va appliquer aucun embargo et on va diffuser avec cette licence-là. Et ce qui est merveilleux avec cette option-là, c'est que c'est gratuit. Donc, ça ne coûte rien de déposer dans le corpus. Ensuite, voici un autre résultat que vous pourriez obtenir. Tout à l'heure, je vous parlais des revues en transformation et des ententes de transformation. Donc, on va vous le dire dans le Journal Checker Tool si la revue fait partie d'une entente de transformation ou si elle est une revue en transformation. Donc, ici, on a un exemple de revue en transformation. Et on vous rappelle encore, là, comme pour les revues 100% libre accès, que vous devez choisir la bonne licence, la licence CC BY. Et pour les revues en transformation, il y a aussi des frais qui vont s'appliquer. Ici, on a une petite mention qui dit « Vérifiez ici si votre organisme couvre ces frais ». Bien, les FRQ couvrent les frais dans les revues en transformation et dans les ententes de transformation. Et vous voyez, dans ce cas-là spécifique, vous avez aussi le choix de faire l'auto-archivage. Donc, je vous rappelle que l'auto-archivage, c'est gratuit. Donc, on pourrait, dès l'acceptation, prendre la version acceptée et l'archiver dans le dépôt institutionnel Corpus UL en indiquant les informations dont je vous ai parlé tout à l'heure.
Donc, quand vous avez le choix, ça peut être avantageux pour vous de choisir la voie de l'auto-archivage, puisque dans les revues en transformation, souvent, on va vous demander de payer pour le libre accès. Ici, vous avez un exemple avec cette revue-là d'une entente de transformation, donc dans le fond, d'une revue qui est dans une entente de transformation. Ce qui est important à savoir pour les ententes de transformation, c'est que l'auteur de correspondance doit être affilié avec une institution qui est incluse dans cette entente. Donc, dans le fond, quand vous allez être dans le Journal Checker Tool, quand on va vous dire que c'est valide parce que cette revue-là est conforme parce qu'elle est dans une entente de transformation ou que vous avez indiqué Université Laval, ça veut dire que vous devez être affilié à l'Université Laval pour bénéficier de cette entente de transformation. Et ici, on vous recommande de consulter le site de la bibliothèque pour vérifier s'il y a des critères d'admissibilité. Sachez que pour l'instant, ou des limites, parfois il va y avoir des limites dans ces ententes-là du nombre de publications. Pour l'instant, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de limites. Par contre, ces ententes-là, c'est des ententes qui durent généralement 3 ans et qui sont renégociées. Donc, ça se peut que des critères ou des limites s'ajoutent pour certaines ententes. Donc, il vaut mieux toujours vérifier sur le site de l'Université Laval, de la bibliothèque de l'Université Laval, pour vérifier les critères et les limites s'il y en a. Maintenant, parfois, vous allez obtenir ce résultat-là, qui va vous dire il n'y a pas d'option de publication conforme à la politique de libre accès de votre organisme de financement. Alors là, ne paniquez pas, demandez à un bibliothécaire. Là, je rigole un peu, mais il y a des solutions. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'option du tout. Et il y a un petit bémol, dans le fond, avec cet outil-là, le Journal Checker Tool, c'est que quand vous allez être dans le cas d'une revue hybride qui n'est pas en transformation ou qui n'est pas dans une entente de transformation, vous pouvez quand même vous conformer. Il y a quand même une option. La seule chose, c'est que vous ne pourrez pas être remboursé pour les frais de publication. Donc, si c'est une revue hybride, pas en transformation, ni dans une entente de transformation, vous pouvez vous conformer si vous décidez de publier en libre accès dans cette revue-là en choisissant la licence CC BY, mais les frais de publication ne seront pas admissibles dans votre cas. Par contre, vous pouvez toujours vérifier si vous avez des co-auteurs qui sont de d'autres universités, si leur institution a une entente de transformation. Alors, dans ce cas-là, ben, ce serait peut-être avantageux que l'auteur de correspondance soit cette personne-là. Par contre, bon, c'est sûr que c'est cette personne-là qui devra payer les frais, etc., mais ça vous permet de bénéficier de son entente de transformation et ces ententes de transformation-là vont souvent, en fait, pour la plupart, offrir des rabais substantiels sur la publication. Maintenant, ça se peut que vous obteniez ce résultat-là parce que c'est une revue en libre accès qui n'offre pas les licences exigées par les fonds de recherche du Québec, qui offre une autre licence. Tantôt, on voyait qu'il y avait 6 licences différentes. Donc, si c'est une autre des licences qu'on vous offre, ben, elle ne se conforme pas à la politique des fonds de recherche du Québec. Alors, vous pouvez toujours demander à la revue d'utiliser une autre licence. Donc, si elle peut appliquer une autre licence, soit le CC BY ou le CC BY ND si vous vous qualifiez là, pour cette licence-là. Et vous pouvez aussi toujours demander à la revue si elle, à son niveau, au niveau de la publication, on ne peut pas le faire, ben, vous pouvez lui demander est-ce que je peux prendre la version acceptée, le déposer dans mon dépôt institutionnel et utiliser cette licence-là. Ensuite, il existe des revues qui sont en accès gratuit, mais qui n'offrent aucune licence Creative Commons. Donc, dans le fond, c'est des revues qui ne sont pas sous abonnement, elles sont accessibles gratuitement, mais n'ont pas encore implanté cet outil-là, les licences ouvertes, et donc, ça ne se conformerait pas à la politique des FRQ. Donc, même chose pour ces revues-là, vous pouvez demander si elle peut appliquer une licence Creative Commons CC BY à votre article spécifiquement, ou vous pouvez leur demander si vous pouvez le faire via le dépôt institutionnel Corpus-UL. Enfin, il y a des revues aussi sous abonnement qui ne permettent
pas le dépôt sans embargo dans le corpus avec la licence CC BY ou CC BY ND. Donc là, vous êtes vraiment là, dans un autre contexte. Ce n'est pas une revue hybride ni une revue en libre accès, c'est une revue qui est sous abonnement, qui n'est pas en libre accès, mais elle ne permet pas que vous utilisiez la version acceptée pour le dépôt dans le corpus UL avec les 2 licences qui sont reconnues. Donc, vous pouvez demander quand même négocier avec la revue pour voir si pour vous spécifiquement, elle permettrait que vous déposiez une version de l'article en Creative Commons CC BY dans Corpus UL. Et pour faire cette négociation-là, on vous a préparé un message d'accompagnement. Dans le fond, c'est un courriel que vous pouvez envoyer à la revue pour négocier ces conditions-là. Donc, notre gabarit de courriel comprend, qui est en français et en anglais, comprend l'argumentaire aussi qui vient avec ça, qui dit à la revue, ben, je suis soumis aux exigences des fonds de recherche du Québec qui adhèrent au plan S et je dois, bon, faire diffuser immédiatement avec une licence ouverte. Alors, vous pouvez utiliser ça. Je vous ai mis le lien dans ma présentation et vous pouvez utiliser, c'est tout simplement là, un fichier Word. Vous pouvez utiliser ce gabarit-là et, si vous souhaitez, même l'adapter à votre besoin. Donc, dans le fond, ce qu'on vient de voir, c'est un peu les solutions qu'on vous donne dans le Journal Checker Tool que je vous ai expliqué le plus en détail lorsque vous obtenez ce résultat-là. Et, comme je vous le mentionnais, c'est toujours possible aussi de communiquer avec le bibliothécaire ou la bibliothécaire de votre discipline si vous voulez vraiment vérifier quelles sont vos options par rapport à une revue spécifique où vous obtiendriez ce résultat-là. Vous ne savez pas trop quoi faire, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Une chose à retenir aussi, toutes les revues ne sont pas nécessairement dans cet outil-là. Il y en a vraiment là, beaucoup, là, c'est des milliers de revues là, dans cet outil-là, mais si vous ne trouvez pas la revue, à ce moment-là, il faut aller sur le site de la revue. Des fois, ce n'est pas toujours évident là, de trouver les informations, donc je vous recommanderais de contacter la bibliothèque là, pour avoir du soutien à ce niveau-là. Et là, je me rends compte que j'ai quand même du temps. Je voudrais vous parler quand même d'un autre outil. C'est, dans le fond, c'est en lien avec la politique des 3 organismes. La politique des 3 organismes ne vise pas directement les étudiants boursiers. Par contre, peut-être que vous travaillez avec des chercheurs qui, eux, sont subventionnés. Et je veux juste vous sensibiliser, dans le fond, au fait que parfois, pour cette politique-là, ben, il y a souvent souvent, il y a une option gratuite pour les revues hybrides qui est le dépôt dans le corpus UL. Et parfois, les chercheurs ont tendance à dire ben, je vais publier directement en libre accès dans la revue, mais ça coûte de plus en plus cher à publier dans ces revues-là. Donc, il faut se rappeler que l'option corpus UL peut être une option et qu'elle est gratuite. Donc, je vous donne un exemple ici. Si vous êtes dans un contexte de publication, vous rédigez un article avec le chercheur avec qui vous travaillez, qui est soumis à cette politique-là des 3 organismes subventionnaires fédéraux. Ben, dans cet outil-là, on peut voir là, que dans cette revue-là, dont je vous donne l'exemple, on peut publier en libre accès, mais il y a des frais qui vont s'appliquer. Par contre, on a la possibilité de déposer dans un dépôt institutionnel avec un embargo de 12 mois et c'est tout à fait gratuit. Et ça, l'embargo de 12 mois, c'est possible seulement pour les 3 organismes subventionnaires. Donc, si vous êtes dans ce contexte-là, je vous sensibilise. Si vous pouvez passer le message là, à vos chercheurs, ça peut être utile de le savoir. Maintenant, il existe, je vous ai parlé là, que les revues en libre accès demandent des frais, les revues hybrides demandent des frais de publication. De plus en plus, à la bibliothèque, on a des ententes avec les éditeurs qui vous permettent d'avoir des rabais ou même la gratuité dans certaines revues. Et ces rabais-là ou cette gratuité-là va vous être offert au moment où l'article est accepté pour publication. Donc, vous allez avoir à la fin le lien vers la liste de la bibliothèque qui vous dit avec quel éditeur là, on a des rabais ou la gratuité pour la publication. Et ces rabais-là vont vous être offerts là, lorsque l'article va être accepté. Et je vous rappelle encore une fois que c'est à ce moment-là que vous allez choisir la licence aussi. Et souvent, dans les revues qui sont touchées par ces ententes-là, c'est souvent des revues hybrides. Donc, on va vous offrir plus que les licences qui sont reconnues par les FRQ.
Donc, faites attention à choisir la bonne licence, soit la licence CC BY ou la licence, si nécessaire, là, la licence CC BY ND. Maintenant, je vous ai donné beaucoup d'informations, mais je suis prête à répondre à vos questions si vous en avez. Je vois que dans le chat, il y a déjà 3 questions. Est-ce que tu veux que je te lise les questions, Maude, ou tu Oui, peux tu peux y aller. Oui, Oui. oui. Donc, on a une première question. Est-ce que les articles ou le boursier est le premier... Est-ce que c'est pour les articles où le boursier est le premier auteur seulement? Bonne question. En fait, c'est les articles où vous êtes auteur. Ils ne font pas de différence entre premier auteur, deuxième auteur, auteur de correspondance. Il faut que vous êtes auteur d'un article. Parfait. Deuxième question. Lorsque les frais sont remboursés, est-ce que c'est en surplus du montant de la bourse attribuée? Par exemple, étudier à une bourse de 20 000 par année plus les frais remboursés? Ça, est-ce que Non, tu es... ça fait partie des frais de la bourse. Puis je veux juste revenir à la première question, là. Lorsque vous êtes avec des co-auteurs, puis que ces co-auteurs-là sont des chercheurs subventionnés, bien peut-être qu'eux ont plus de sous pour payer le libre accès. Rappelez-vous ça, là. Donc, il faut qu'au final, l'article soit en libre accès, peu importe qui a payé pour que l'article soit en libre accès. Ce que les FRQ vont vérifier, c'est si au final, l'article est en libre accès. Donc, ça peut être négocié au niveau des chercheurs qui travaillent dans la recherche puis qui travaillent sur cet article-là, qui rédigent l'article. Parce que c'est rare qu'on a... En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu un étudiant payer un article avec sa bourse, là. Généralement, c'est payé via les subventions de recherche, à moins que je me trompe, là, mais ça, c'est peut-être à discuter aussi avec, avec vos directeurs là, respectifs. Puis, il y avait une sous-question à cette question-là. Également, est-ce qu'il y a un maximum pour l'APC remboursé? Non, il n'y a pas de maximum mentionné par les fonds de recherche du Québec. Donc, je pense que la limite, elle se situe plus dans la capacité de payer ces frais de publication-là de votre côté, parce que parfois, ça peut être quand même assez élevé, là. Il y a des revues qui coûtent jusqu'à 5 000, 6 000 US pour un article. Puis juste pour revenir à ce que tu mentionnais, Annie, c'est vrai que c'est ça. Je pense que l'important pour un étudiant, c'est d'être informé de cette politique-là, que ça s'applique à lui ou à elle. Maintenant, quand on publie avec des chercheurs, puis ces chercheurs-là ne sont pas toujours nécessairement au courant de cette politique-là. Donc, il faut penser à ces choses-là au début, en amont du processus, pour pas arriver à la fin, lorsqu'on est rendu, on a choisi une revue, puis là, on se rend compte que, ah oui, il faut se conformer au libre accès, cette revue-là coûte vraiment cher. Il faut réfléchir ça ensemble, puis voir aussi qui va payer, mais au final, le résultat final, c'est que l'article soit en libre accès. Donc, parlez-en autour de vous, puis comme vous êtes soumis à ça, bien, vous êtes aussi, dans le fond, une courroie de transmission pour sensibiliser vos chercheurs, puis aussi, bien, comme vous êtes soumis à ça comme étudiant parce que vous êtes boursier, bien, c'est important qu'au final, vous ayez que l'article soit en libre accès d'une manière ou d'une autre. Donc, je vous recommande d'aborder le sujet le plus tôt possible dans le processus. Merci, Maude. Et la troisième question, si je dois faire un article et un mémoire avec les mêmes données, quelles sont mes obligations par rapport au FRQ et à l'Université Laval? Est-ce que ce sont les mêmes obligations? Là, dans notre contexte, si on parlait des obligations face au FRQ. Donc, face au FRQ, votre mémoire va devoir être en libre accès immédiat. Et ça, c'est une obligation qui est de toute façon là par l'Université Laval. Fait que ça se fait automatiquement, votre mémoire va être en libre accès. Mais s'il contient des articles, chacun des articles aussi devra être en libre accès. Donc, vous allez devoir avoir soit publié dans une revue en libre accès ou soit avoir publié dans une revue et avoir déposé une version dans le corpus UL pour qu'elle soit en libre accès, en plus du mémoire qui lui aussi sera en libre accès. Est-ce que ça répond à la question?
peut peut-être continuer. Oui, OK. Une question de Samuel. Merci pour la présentation. Je ne comprends pas trop pourquoi le FRQ mentionne que les frais de publication sont couverts par la bourse si un surplus n'est pas octroyé à l'étudiant. Quelle serait la différence avec des frais non couverts? Ben là, je ne suis pas certaine de comprendre la dernière partie de la question. Par contre, dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est que c'est une dépense admissible. Donc, vous pouvez utiliser votre bourse pour payer ces dépenses-là. C'est ça qu'on dit dans les règles du programme des règles des FRQ. Par contre, on ne vous donnera pas plus d'argent pour payer ces frais-là. Puis si la revue ne fait pas partie des catégories de revues où ces dépenses-là sont admissibles, donc les revues hybrides qui ne sont pas en transformation ou dans des ententes de transformation, la réponse, c'est soit vous payez de votre poche ces frais-là, ou soit vous trouvez une revue qui vous permet de faire le libre accès avec Corpusuel qui est gratuit. C'est ça les options. C'est ça, parce que comme on disait, en tout cas, moi, ça fait longtemps que je suis dans le domaine. Peut-être que c'est différent là, d'un milieu à l'autre, mais moi, j'ai jamais entendu parler d'un étudiant qui payait lui-même là, son article scientifique. Donc, parlez-en vraiment avec vos directeurs. Généralement, c'est payé à même leur subvention de recherche, là. Oui. Donc, une autre question, est-ce que ces critères s'appliquent seulement pour les articles qui sont soumis dans une période couverte par une bourse du FRQ? Par exemple, si j'ai eu une bourse du FRQ au début de mon parcours de doctorat pour une période de 1 an, mais que les articles sont tous produits aux années 2, 3, 4 du projet, est-ce qu'on a toujours besoin de respecter ces critères? En fait, ce que les FRQ disent, c'est que si l'article a été publié grâce à une recherche subventionnée par eux, donc l'article est touché par cette politique-là. Donc, autrement dit, vous avez eu des fonds, vous avez fait une recherche, puis cette recherche-là, vous la diffusez, les résultats de cette recherche-là, vous les diffusez via un article. Cet article-là sera touché par la politique. Il y a une On a... question. Oui, on Oui, a... Mathilde. Euh, je vais le dire à voix haute parce que ça va être plus simple que l'écrire, là. Mais j'ai un peu de misère à capter justement la dernière information qui a été dite. Donc, c'est seulement si l'article était lié au projet dont on est subventionné Oui, qu'il faut. Fait que si on est co-auteur, mais sur parce que c'est un peu ça ma première question. Si on est co-auteur sur un article qui faisait pas partie du projet global sur lequel on a été subventionné, c'est correct si c'est pas en libre accès. C'est ça que je comprends. oui, mais puis ben, pour cet autre article-là qui n'est pas lié au projet qui a été subventionné ou pour lequel vous avez reçu une bourse, il faut toujours valider aussi s'il n'y a pas dans l'autre contexte de financement, s'il n'y a pas des Oui. obligations, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Puis, et ce, même si ça a été publié au même moment que j'étais récipiendaire de la bourse. En fait, ce que le lien, c'est vous avez des fonds pour faire une recherche, les résultats sont diffusés, ces résultats-là doivent être en libre accès. C'est ça, mais c'est ça. Fait que s'il y a un autre article qui est publié qui n'est pas relié au projet, mettons, de C'est mon ça, doctorat, ça, c'est correct. exactement. Quand je vous Ça va. mentionnais tout à l'heure, par exemple, je vous donne un exemple pour Corpusuel, il faut écrire Fonds de recherche du Québec, numéro de dossier. Donc, c'est vraiment ce numéro de dossier-là. Quand vous écrivez dans votre article le numéro de dossier, c'est le numéro de dossier de la bourse que vous avez reçue. Parfait, je comprends. Super, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il y avait d'autres questions? Non, je veux juste vous dire que, ben bon, évidemment, la présentation est enregistrée et je vais aussi faire parvenir le PowerPoint à Annie. Puis dans le PowerPoint, ben, j'ai les liens vers toutes les ressources dont je vous ai parlé. Donc, vous allez avoir tout ça à votre disposition. Et
en plus de ça, ben, les coordonnées des personnes ressources, soit les bibliothécaires par discipline, donc selon la discipline dans laquelle vous étudiez. Vous pouvez faire affaire directement avec le ou la bibliothécaire de cette discipline-là ou me contacter à l'adresse courriel qui est indiquée dans le PowerPoint. Oh! J'avais un petit PowerPoint, une petite diapo pour Lucas que j'avais rajouté pour la présentation avec les chercheurs que j'ai oublié d'enlever dans votre présentation. Mais je vais faire la petite adaptation avant de vous envoyer le PowerPoint. Je vais arrêter mon partage. Ça fait le tour de la question. S'il y a encore des questions à m'adresser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup.